2 frères. Alors, un plus âgé et un plus jeune, j'étais au milieu. Un qui est né en 1927 et l'autre en 1931. Mon père vétérinaire. Ma mère assistante, enfin à cette époque-là, la femme ne travaillait pas. Ça faisait partie des... Et puis, se marier avec un vétérinaire à cette époque-là, c'était le summum qu'on pouvait obtenir. Enfin, je pense. Bon, j'ai des parents qui m'ont, si vous voulez, élevé, en somme, vétérinaire, ça faisait partie de la bourgeoisie. Donc, on a été éduqués avec toutes les bonnes manières. Bon, alors mon père, lui, était un homme qui en a beaucoup bavé parce qu'il a été vétérinaire, mais il faisait partie d'une famille qui n'avait pas de moyens. Donc, quand il y avait des vacances, il allait surveillant dans un collège ou un lycée à Coutances ou à Avranches pour payer ses études. Et voilà. Alors ça, c'était mon père. Ma mère, elle, ça a été différent. Elle est née dans une ferme. On l'a fait travailler jusqu'à 18 ans, jusqu'au moment de ses fiançailles avec mon père. Donc elle a toujours été fidèle à mon père et lui a fourni 3 garçons, avec un regret de ne pas avoir eu de filles. Ce qui a fait un petit peu, comment je dirais, chagriner ma mère, quoi. Mon 3e frère était plus considéré comme la fille, quoi, qui n'est pas venue, mais puisque c'était un garçon. Si vous voulez, moi j'avais un goût pour être vétérinaire. J'aimais ce métier. Et dès qu'il y avait un appel pour aller à un village ou un truc comme ça, j'étais partant. Donc j'ai assisté à pas mal de villages. Et quand mon père m'acceptait, m'a toujours accepté d'ailleurs, je partais avec lui. Bon, c'était un plaisir. J'étais jeune, hein. Quand il se faisait tirer pour sortir le veau de la vache, c'était pas évident. Mais j'étais là à l'occasion pour aider. Par exemple, mon père acceptait d'aller faire un village dans le champ. Bon, il se déshabillait, il se mettait avec une chemise, et on allait dans le champ s'il fallait aller dans le champ. Là, c'était pas normal pour lui. Il se mettait un peu de la graisse un peu partout, et puis on faisait le travail. Alors j'ai un père qui a beaucoup aimé son métier. Il ne vivait que pour son métier. Pratiquement, c'était ça. À un tel point que, par exemple, en cours de route, il s'arrêtait, puis on arrêtait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas été appelé, là? Ah oui, mais j'ai vu cette vache-là il y a 8 jours, elle m'inquiète encore. Alors je vais arrêter, et on s'arrêtait. Évidemment, c'est une consultation gratuite hein, chez lui. Il n'est pas question de compter ça à la fin. Alors une particularité aussi, puisque je suis dans le paiement, à cette époque-là, mon père, je ne le voyais jamais avec de l'argent. Je ne l'ai jamais vu avec de l'argent. Alors, c'était enregistré quand il rentrait, qu'il avait fait cette course. Il s'est fait payer à la Saint-Michel. Donc, il fallait que tous les ans, il se fasse... il envoyait des factures à ses clients pour toucher de l'argent. C'était ça, cette époque-là. Une fois par an. Alors lui, il arrivait à vivre quand même parce qu'entre-temps, il était propriétaire de terrain, donc il avait des revenus de champs et tout ça qui venaient vivre correctement, quoi. Mais j'ai jamais vu les gens revenir à la maison pour dire ben, « Docteur, combien je vous dois ?» Alors j'avais ma mère qui était très cuisinière, qui à ce moment-là avait la chance d'avoir une cuisinière, une femme de ménage, un jardinier. Donc l'intendance était assurée par des tiers. Mais elle était vraiment une très très bonne cuisinière. Et d'ailleurs, elle a été très très, comment je dirais moi, elle s'est mêlée elle a fait de tout. Elle a fait des tripes, elle a fait des élevages de canards, elle a fait des élevages de poulets. Enfin, elle a tout fait. Elle s'est transformée dans un tas de choses. La couture, elle s'est mise à la couture, elle a même bricolé la tapisserie de Bayeux. Enfin, elle se mettait à toutes les sauces. Elle aimait beaucoup le jardinet, elle aimait beaucoup les roses, elle aimait beaucoup tout ça. Bon, elle secondait la cuisinière, à un tel point qu'elle pouvait la remplacer. Mais enfin, il y avait la cuisinière qui était là. Elle a eu une belle vie quand même, parce qu'il y avait une bonne. On mangeait dans la salle à manger.
là-bas nous amenait les repas. Donc et mon père, bon, ben, lui, il rentrait aussi bien avec ses bottes, crottées, mais c'était ça, mon père. Tu faisais râler ma mère, il n'y avait rien à dire. Il rentrait, fatigué peut-être, mais voilà. C'était les pot-au-feu, c'était les galettes, les crêpes, et tous les, comment je dirais, les plats que maintenant ne se font plus, mais qui étaient traditionnels. Par exemple, le vendredi, c'était du poisson. Bon, je savais que du poisson. Alors, de la viande, j'en ai eu beaucoup, parce que mon père, en tant que vétérinaire, à cette époque-là, on avait droit, les gens avaient droit à battre des bêtes dans chaque endroit, quoi. Et alors, par contre, cette bête qui a été abattue était automatiquement vue par le vétérinaire. Donc mon père, on l'appelait pour dire, bon ben j'ai tué une vache, tu peux venir, donc il marquait la truc. Alors là, par exemple, j'assistais souvent à ça. J'allais accompagner mon père pour voir le marquage des bêtes, quoi. Et évidemment, il y avait quelquefois des morceaux plus ou moins bien, ben il s'est qu'à récupérer. Alors soit que nous, on l'avait à la table, ou il les donnait aux chiens de la maison, quoi. Mais de la viande, j'en ai eu à gogo. Et j'ai eu une occupation très importante, j'ai joué au football très tôt. Donc c'était l'occasion, par exemple à l'école primaire à Litry, dès que je sortais d'école, c'était pour aller en face, il y avait une espèce de champ où j'allais jouer au football, déjà à 7 ou 8 ans, vous voyez. Et ça a continué après, tout était prétexte pour aller jouer au football. Il fallait le graisser. Oui, on graissait les ballons. Ben avec une graisse que... Alors mon père avait la graisse facilement, lui, par son métier, donc de temps en temps. Alors mes chaussures étaient passées à la graisse aussi. Mais un ballon, alors c'était chez Thérèse, soit qu'on avait donné la graisse et puis il faisait le boulot, c'était pas forcément moi qui le faisais, quoi. Mais c'était ça à ce moment-là, c'était un ballon en cuillère. Et puis j'avais la chance à cette époque-là, le terrain de football où je jouais était à 500 mètres de chez la maison de mes parents, quoi. Alors un très très beau jardin, très grand, qui fournissait la famille. Et moi j'aimais bien jardiner, j'aimais bien bricoler. D'ailleurs, des 3 frères, j'étais le seul à aller chercher les haricots, à chercher des carottes. J'étais le seul. Les 2 autres frères, je ne les ai jamais vus dans le... Pourquoi? Parce qu'Yves Huguet, c'était l'intellectuel. Alors lui, on l'a laissé bouquiner, on l'a laissé faire son travail d'étudiant. Et alors Jean-Pierre, lui, on lui a trouvé qu'il était fragile. Alors du fait qu'il était fragile, ben, il ne faisait rien. J'avais vu mon frère Jean-Pierre tourner la pelouse. On n'a jamais vu Yves Huguet, mon frère aîné tourne la pelouse. C'était moi qui prenais la tondeuse. On me disait, Claude, tiens, dis donc, tu ne peux pas tourner la tondeuse. C'était comme ça que ça se passait. Parce que, alors une chose, puisqu'on revient au jardin, c'est qu'il arrivait de cette période, mettons à partir de 12 ans ou 13 ans, quand je revenais en vacances, mon père me disait, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Ben, disons, je vais dire Pierre Raoul, qui est un très très bon camarade que j'aimais. Et il me disait, ben, avant de partir, tu vois la parcelle qu'il y a les carottes là, tu vas me nettoyer tout ça. Après tu pourras partir. C'était ça la condition. Avec mes 2 frères, Yves Huguet, je l'ai jamais vu dans le jardin. Et Jean-Pierre Huguet encore moins, il était fragile. Par exemple, sous prétexte que mon frère était faible, parce qu'il s'est trouvé à un moment donné où il s'est trouvé au collège avec moi. Alors avec lui, mon père apparemment devait le conduire, et moi je prenais le train ou la bicyclette. Mais quand il y avait des pots de confiture, il était tellement fragile que c'est moi qui portais des pots de confiture, pour vous donner un exemple. Alors j'ai eu la chance, moi j'étais dans un village. J'étais dans un village et j'ai eu la chance aussi, c'est que mon père étant vétérinaire, on a toujours eu, si vous voulez, lui a eu toujours un petit peu d'essence, donc il pouvait travailler. Après, ça a diminué, alors il a fait son travail à mener en pétrolette, avec une petite moto.
Alors avec les complications de la moto, parce que à ce moment-là, il y avait l'histoire de la bougie. Je vous en parle parce qu'après, je l'ai eu comme cadeau. Voilà. Et mon père a fait des années, enfin, peut-être 2 ou 3 ans en moto. Parce que la voiture, faute d'essence, il ne pouvait pas. Mais enfin, au début, ça se passait pas trop mal. Alors évidemment, du fait qu'on avait une belle maison, on l'a réquisitionné pour mettre un officier. Donc on a toujours eu un officier allemand comme occupant. Eh ben, on lui a donné la chambre d'amis qu'il a acceptée. Et il avait une ordonnance, quoi. Et l'ordonnance, il ne couchait pas à la maison, non. Il était en dehors, mais dès qu'il avait besoin de l'ordonnance était là, quoi. Alors, ma mère n'était pas tellement collaboratrice, je peux dire, avec les Allemands. Elle était très stricte parce que, par exemple, quand l'Allemand s'amenait avec des chaussures, alors on avait un magnifique escalier en bois. Mais l'Allemand, il s'en foutait, lui, hein, il montait l'escalier. Alors, ma mère rouspétait auprès de l'ordonnance, mais alors à un moment donné, elle rouspétait, puis il dit, mais madame, je suis français. C'était un ordonnance, un Alsacien qui avait pris d'office par cet officier-là. Voilà, c'était ça. Alors, vu cet officier qui était un peu culotté, un beau jour, il a vu qu'il y avait la communion, ça devait être la communion pas la mienne, je crois que c'est celle de Jean-Pierre. Il voulait se faire inviter. Alors, ma mère n'était pas du tout du genre à inviter un Allemand, c'était pas du tout son style. Elle a dit, je regrette, mais c'était une réunion de famille et vous n'en faites pas partie, jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, ça partait comme ça, mais comme lui, il ne savait pas parler le français, c'était l'ordonnance qui transmettait ce qu'il voulait bien transmettre, quoi. Et effectivement, il a pas participé au repas. Il n'a pas eu de cadeau non plus. Un beau jour, débarquent à la maison des Allemands. Jean-Pierre, moi j'étais encore à l'école, donc je suis revenu entre-temps. Et on a fouillé la maison, du poulailler jusqu'au con, mais partout. Ils étaient persuadés, les Allemands, que mon père avait un poste pour transmettre tous les renseignements qu'il pouvait connaître. Alors ça, c'était un acte important. Alors, quand les Allemands ont fait truc, ils ont attendu le retour de Jean-Pierre, ils ont voulu le faire parler, mais il n'a rien dit de spécial. Moi, je me suis méfié très tôt, je n'ai rien dit. Ils m'ont interrogé, mais avec moi, ils savaient. Henri Veguet n'était pas là à ce moment-là, je ne sais pas où il était, lui, il a fait peut-être dans ses études, quoi. Alors là, j'avoue que maintenant, en réalisant la situation, effectivement, mon père était l'homme. Déjà, en tant que vétérinaire, il est arrivé aspirant. Après, il a fait les 2 guerres. Donc, il a été lieutenant, capitaine, et puis à la fin, on l'a mis commandant, quoi. Et puis, comme c'était un homme qui était très discret, qui ne disait rien, on trouvait drôle qu'un commandant ne soit pas tombé dans la résistance ou collaborateur. Bon, il savait qu'il n'était pas collaborateur. Donc, s'il n'était pas collaborateur, qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était un rapporteur et un résistant? Il n'en savait rien. On ne peut pas dire que j'ai été marqué par les années de guerre. Évidemment, en plus, je n'ai pas été malheureux, j'étais bien nourri. Je n'ai jamais eu de conversation avec mes frères sur quoi que ce soit. On a vécu ensemble, on s'est supporté ensemble, mais on n'a jamais eu de rapports amicaux entre frères. Donc oui, les relations, c'était bizarre, mais c'était ça. C'est triste. Peut-être que ça vient des parents. À mon point de vue, ça vient des parents. Parce que c'est anormal. Je vois maintenant, eu la chance avec ma fille de voir des comparaisons. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai connu. Alors il y a une chose aussi, c'est que si vous voulez, au départ, mon frère aîné a été considéré comme l'intellectuel. La preuve, c'est qu'il a fait des études de médecine et il est devenu chirurgien. Et moi, on m'a considéré comme le moins intellectuel. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que mon frère aîné s'est trouvé à se fiancer dans une fille du pays
C'était à la période de 1944, après la collaboration, dans une famille qui avait été collaborateur. Son père, elle était imprimeur, donc très connu. Et du fait qu'il était imprimeur, il a dû être obligé de marquer des trucs avec les Allemands. Et puis sa femme vendait de la marchandise facilement aux Allemands et pas aux Français. C'était ça. Et ils se sont enrichis. Parce qu'à ce moment-là, eux, par contre, ils avaient les moyens d'avoir du beurre facilement parce que c'était tellement connu. Et le beurre, eh ben, leur a servi à s'enrichir. Ça, c'est sûr. Alors mon père savait tout ça. Et quand mon frère a fréquenté cette fille, eh ben, tous les tristes s'étaient étonnés que mon père accepte que son fils fréquente cette fille-là. Mon père a tout supporté. C'est-à-dire que s'il était invité chez Leboeuf, il y allait. Il recevait de temps en temps la famille Leboeuf, parce qu'il était obligé. Il ne pouvait pas dire non à son fils qu'il avait invité sa belle-mère. Par exemple, j'ai des souvenirs d'amis qui ont vu les Allemands aller chez la mère d'Yvette Leboeuf, enfin d'Yvette Huguet, où on servait les Allemands, mais pas les Français. Des souvenirs, vous voyez, que j'ai maintenant, récemment, par des amis qui ont mon âge actuellement, quoi. Alors, il s'est marié avec cette fille, qui est une fille qui intellectuellement était zéro, mais c'était la fille gâtée, où tout était permis. Par contre, elle était extrêmement méchante avec l'environnement familial et tout. Elle a tout détruit. La famille d'abord, les amis. Et Yves Huguet, pendant ce temps-là, qui a fait son métier de chirurgien, il s'est cantonné à bien faire son métier de chirurgien, avoir 2 enfants, dont un qu'il est content parce qu'il a été chirurgien également. Et puis lui, il a fini par admettre qu'il était... bien sûr, quelques jours avant de mourir, il avait dit à mon frère Jean-Pierre, « Mais est-ce que tu crois que maintenant je peux divorcer ?» Alors Jean-Pierre lui dit, « Je crois qu'il est un peu tard. Hein. » Et moi, j'ai vu toutes les conséquences. À cause des fiançailles de mon frère aîné, j'ai été programmé à être éliminé. Parce que je pense, ça reste un petit peu personnel, c'est que mon père, à ce moment-là, financièrement, n'aurait pas pu faire les études importantes de mon frère aîné, de moi et de Jean-Pierre, qui était médecin. Donc, il fallait en supprimer un, pour que les finances de mon père puissent garantir la situation de mes 2 autres frères. Moi, j'ai vu ça, je vois ça comme ça. Alors, mon frère aîné est allé au collège de Bayeux, et moi, quelques années après, on ne m'a pas mis au collège de Bayeux, on m'a mis à l'école Letto. Alors, l'école Letto, c'était une école qui fait du primaire, mais à un niveau beaucoup plus bas. Donc, on me met à l'école Letto sans me demander mon avis, on me met là. Quoi. Puis, au bout de 3 ans, à l'école Letto, par contre, là, j'ai bien marché. Et j'ai fini d'être premier à la fin. Et j'ai dû dire à mon père, je ne comprends pas. Tu m'as mis à l'école Letto, je marche très bien à l'école Letto, mais pourquoi je ne suis pas au collège Alain Chartier? Il m'a dit, c'est pas grave, on va te mettre au collège Alain Chartier, l'année suivante, en 44-45. Mais arrivé dans ce collège, le niveau était vraiment inférieur. J'avais 1 an d'allemand de moins, j'avais un anglais qui était impitoyable, et quand j'ai eu au premier trimestre, j'ai vu mes notes, 2e trimestre aussi mauvais, 3e trimestre aussi mauvais. À ce moment-là, il aurait fallu que mon père me fasse redoubler ma 3e. On m'a laissé m'embourber dans ce collège avec les notes que j'avais. Et on m'a laissé pousser jusqu'au bac, lamentablement. Ce qui fait que, entre-temps, j'ai eu la chance de passer mon brevet supérieur, que j'avais réussi malgré mon anglais qui n'était pas très bon. Enfin, brevet supérieur avec l'anglais. Alors évidemment, le bac, je n'ai pas eu. Sous prétexte que sous prétexte de mon âge, 18 ans, mon père a dit non, c'est trop tard, il est trop vieux. Alors qu'à la même période, j'ai connu un nommé Jacques Desplanches, qui était dans ma classe, qui est devenu médecin, lui.
et aussi nul que moi. Mais il a eu la chance que ses parents lui ont fait doubler ou tripler même sa première. Il a fini par être médecin, ce qui prouve que malgré mon niveau, j'aurais pu continuer avec cette profession-là, quoi. Ça serait maintenant peut-être que j'aurais une autre idée, mais à cette époque-là, vous savez, les parents, ils avaient fait ce qu'ils devaient faire, et je n'intervenais pas. Puis en plus, j'avais contre moi quand même la famille Leboeuf, qui, eux, avaient déjà conçu très à l'avance que si on arrivait à éliminer Claude Huguet des études supérieures, ça aurait permis à mon père de donner des études supérieures à mon frère aîné brillamment, et même après, avec Jean-Pierre, de devenir médecin, avec moins de conditions, matériel et tout, mais, et moi, eh ben, fallait en somme, éliminer, voilà. Alors, pour m'éliminer, ça a été facile pour eux. Il s'est trouvé que le frère de la fiancée de frère aîné, Charles Leboeuf, lui, à ce moment-là, avait une affaire un magasin de textile, de confection, à Condé-sur-Noireau. Et tout ça, c'était prévisible. Ils avaient dit, bon, avec Claude Huguet, il n'a pas son bac, on va, Madame Leboeuf, qui à ce moment-là avait un magasin à Litry, il dit, ben, c'est pas grave, moi je vais lui trouver une place, en attendant son régiment, je vais le caser. Alors elle me case où? Alors elle avait des relations à Paris avec des confectionneurs et des maisons. On me dit, ben, si tu veux Claude, en attendant ton régiment, on va t'envoyer à Paris. Alors pour moi aller à Paris, c'était formidable, hein, dans une maison de Bachias, qui était une maison de couture. Alors ça faisait bien, maison de couture, rue de la Paix, et maison de couture. Bon, j'arrive là, bon, et comme travail, eh ben, j'étais considéré comme un commis. Mon travail, c'était d'ouvrir la porte et de réceptionner la personne et de la diriger vers les mannequins ou les trucs. Et puis au bout d'un certain temps, les mannequins que je fréquentais m'ont posé la question, mais au fait, t'es payé? Ben oui, non, je ne suis pas payé. Pourquoi que je suis payé? Je fais rien. J'ouvre la porte et je la ferme aux clients. Alors là, tu sais, ils ont été extrêmement gentils avec moi. Ils se sont arrangés pour me faire les livraisons de la maison chez des particuliers. Alors je faisais les livraisons de la maison. Alors j'avais la chance, c'est qu'à cette époque, il y avait un pourboire. Hein. Quand j'allais dans une maison, c'est une maison qu'au-dessus et tout ça, je repartais avec une petite. Donc, ils m'ont permis d'avoir un petit peu d'argent. Mon père avait réussi à trouver une chambre de bonne, par relation, alors, porte de la Chapelle. Je découvre cette chambre, au troisième ou quatrième étage, mais chambre confort, hein, c'était la chambre de bonne nature. Simplement, il y avait le lit, je ne sais même pas s'il y avait une table, s'il y avait une chaise, il y avait peut-être une chaise, mais pas de lavabo. Le lavabo, c'était dans les petits couloirs. Les toilettes, c'était dans le couloir. Ça, c'était vraiment rustique, quoi. Évidemment, pas de chauffage, ça c'était... Voilà, alors, ça ne m'a pas tellement ennuyé quand j'ai vu que je pouvais aller à la cité universitaire retrouver mon frère, Porte d'Orléans. C'est que mon frère, lui, était gâté. Il avait réussi à rentrer à la cité universitaire en tant que chirurgien et puis étudiant. Et ça me permettait le soir d'aller chez lui, c'est-à-dire à Porte d'Orléans, alors que mon appartement était Porte de la Chapelle. Alors, j'avais la chance aussi d'avoir une bicyclette qui me permettait de se placer dans Paris en bicyclette et qui me permettait d'économiser les tickets de métro. Donc, grâce à ces petites économies, par la cité universitaire, j'avais des possibilités d'avoir des prix spéciaux dans tous les théâtres et tout ça. Donc, grâce à ces petites économies, j'ai bien profité des théâtres et tout ça, dans de bonnes conditions. Au bout de quelques mois, on m'a appelé au régiment, donc j'ai quitté la maison Bachias. Mais tout ça, c'était programmé. On va pas lui faire passer le bac, on va pas le faire redoubler. Oh ben c'est pas grave, on va l'envoyer à Paris chez Bachias. Et puis hop, mon père a accepté tout ça, enfin mes parents ont accepté tout ça. Et à ce moment-là, quand j'ai quitté le collège, je n'avais pas particulièrement une amourette, mais j'avais gardé une amitié
pour une fille qui était dans ma classe, qui m'aimait bien, que j'aimais bien. Elle m'a dit, Claude, bon, je sais que tu vas aller au régiment, et puis un jour, elle m'a dit, veux-tu que je devienne ta marraine? C'est comme ça qu'elle m'avait. Ben, j'ai dit, Daniel, je serais content parce que je suis pas sûr d'avoir beaucoup de nouvelles. Bon, il me dit, si tu es d'accord, on va continuer une relation, et puis je te tiendrai au courant. Et pendant ces 3 ans que j'étais au régiment, non, pendant les 2 ans que j'étais au régiment, c'est une fille qui m'a écrit pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Et qui me donnait toutes les nouvelles des amis, de la famille, enfin tout. Donc elle a été, pour moi, moralement, un bon soutien, quoi, je peux dire. C'était la période, vous savez, les filles, qu'est-ce qu'elles recherchaient? L'homme qui pourra la faire vivre. Donc, j'ai fréquenté cette fille, mais quand j'allais revenir du régiment, j'étais sans profession, sans argent. Et puis d'autres amis m'ont dit, mais Claude, à cette époque-là, qu'est-ce que tu représentais pour une fille? Un sympathique garçon, très beau garçon, sortant d'une famille bourgeoise, mais qui t'a donné quoi? Aucune situation, aucune étude. C'était l'époque où les filles se mariaient comme ça. Donc, une fille qui était normale, elle l'a prouvé qu'elle était normale, on a dû finir par lui dire, mais, et surtout par les parents, surtout pas. Pour une preuve, c'est son père. J'ai eu pratiquement aucune conversation avec son père. Donc, quand je suis revenu, elle me dit, Claude, je ne peux plus t'aimer, je ne peux plus fréquenter, je ne peux plus te parler de fiançailles. Alors je la trouvais comme un bout de bois devant le portail. Elle était surmontée, et puis moi j'étais désarmé. Parce qu'après, c'est que quand je suis revenu de Paris, et puis qu'on m'appelle au régiment, je savais déjà qu'il y avait un problème pour mon retour, je serais embauché par Charles Leboeuf, qui entre-temps avait acheté une affaire à Cholet. Donc j'étais pris en charge à un retour de mon régiment par Charles Leboeuf. Comme représentant, je n'étais pas du tout commercial, je n'avais jamais fait de truc. Enfin bon, c'était prévu, tout était programmé. Et moi, c'était... à cet âge-là, j'étais pas un âge à réagir. D'abord, c'était pas dans mon esprit, déjà au départ. Bon, je rentre dans une maison, et puis on me dit, bon, ben maintenant, tu es représentant en linge de maison, en textile, en tissu, quoi. Et puis, on m'a manifesté le lendemain avec un employé de la maison de faire une tournée, puis on m'a dit, maintenant, ben, c'est ça, voilà. Je n'ai pas eu à choisir, je n'ai pas eu à commenter. On ne m'a pas dit tu es content ou pas contente, c'était le choix. Et puis mon père acceptant tout. On ne peut pas en vouloir à ses parents. On peut dire c'est malheureux. Mais ça m'a aidé après, moi. Je n'ai pas élevé ma fille de la même manière. Et je m'en suis occupé.